Comment un dictateur a transformé un bidonville sans eau, sans armée, sans ressources, en l'un des pays les plus riches de la planète. Et surtout pourquoi presque aucun autre pays a réussi à faire la même chose. La plupart des gens pensent connaître Singapour, une ville futuriste, propre, riche, une success story parfaite. Mais ce qu'on oublie, c'est d'avant d'être un modèle, Singapour a failli disparaître. En 1965, c'est un taudis surpeuplé. Pas d'eau potable, pas d'armée, pas de ressources, des tensions ethniques partout et un dirigeant qui s'effondre en larmes à la télévision parce qu'il sait que son pays est condamné. Et pourtant, ce pays va devenir un miracle économique. Une puissance financière respectée et crainte par les plus grandes nations. Alors la vraie question c'est, comment un pays sans rien a pu réussir ce que même les grandes puissances n'arrivent pas à faire? Et quel prix a-t-il fallu payer pour ça? Dans cette vidéo, on va remonter le temps. On va voir comment Singapour est passé d'un bidonville à l'une des puissances les plus respectées à travers le monde, et ça grâce à une stratégie implacable. Tu vas découvrir comment un dirigeant en dépression totale a posé les bases d'un pays stable, comment une population divisée est devenue un capital humain, et surtout, pourquoi ce modèle est presque impossible à reproduire aujourd'hui. Et tu vas comprendre quelque chose d'essentiel. La richesse, qu'elle soit celle d'un pays ou d'un individu, ne vient jamais de la chance. Elle vient de la stratégie et tu comprendras comment l'appliquer à tes propres finances personnelles. Partie 1. Le jour où Singapour disparaît. Le 9 août 1965, un homme entre dans un studio de télévision. Il n'a pas l'air d'un chef d'État. Il a l'air d'un père qui vient d'annoncer à sa famille que tout est perdu. Il s'assoit. Il regarde la caméra et sa voix tremble. Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, fond en larmes en direct. Ce moment, c'est plus une crise personnelle. C'est littéralement l'instant où Singapour cesse d'exister. Quelques heures plus tôt, la nouvelle tombe. La Malaisie expulse Singapour de la fédération, qui correspond à l'époque à 11 États au sein de la Malaisie britannique. Pas un divorce, pas une décision négociée, une expulsion, pure et simple. Et là, il faut comprendre une chose essentielle. En 1965, Singapour n'a rien. Et quand je dis rien, ce n'est pas une formule. Pas de ressources naturelles, pas d'armée, pas d'eau potable en autonomie, pas de territoire, pas d'unité nationale. Bref, c'est un bout de terre de la taille d'un département français, coincé entre des géants comme la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam ou encore la Thaïlande, et qui n'en veulent même pas. Mais comment Singapour en est arrivé là? Très simple. Pendant plus d'un siècle, c'était une colonie britannique, un port stratégique sur la route commerciale entre la Chine et l'Inde. Une ville portuaire, pleine de travailleurs venus de Chine, d'Inde et de Malaisie, multiculturelle, mais sans identité propre. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais s'en vont. Singapour tente alors de rejoindre la Malaisie, sauf que ça tourne au désastre. Tensions ethniques, violence, intérêts opposés, jusqu'au jour où Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, dit « Vous êtes un problème ». Partez. Et c'est là que Lee comprend l'ampleur du drame. La moitié de l'eau du pays vient de Malaisie, 90% de la nourriture est importée, les bidonvilles couvrent la ville, les émeutes ethniques sont régulières et 5% des familles vivent dans des habitations sans toilettes ni eau courante. Et l'économie n'existe même pas. Singapour à ce moment-là n'est pas un État. C'est une bombe à retardement social. Et l'homme qu'on voit à la télévision n'est pas en train de faire un discours historique. Il est en train de réaliser qu'il va devoir construire un pays à partir de zéro. Et sans donner la moindre instruction sur qui devait prendre le relais en son absence, il s'est retiré complètement pendant 6 semaines, isolé dans un petit bungalow perdu à Singapour et même injoignable par téléphone. Selon Toh Chin Chye, alors vice-premier ministre, le Parlement est resté dans une sorte de suspension totale jusqu'à sa reprise en décembre de la même année. Et pourtant, c'est dans ce moment d'effondrement total qu'il écrit à Londres une phrase qui semble impossible pour quelqu'un au bord du gouffre. Ne vous inquiétez pas pour Singapour, nous sommes rationnels, même dans le désespoir, nous réfléchirons avant d'agir. Et cette phrase, c'est la naissance du vrai Singapour. Parce que le mystère, le vrai, le profond, c'est celui-ci. Comment un pays sans ressources, sans armée, sans argent, sans unité, va-t-il réussir à devenir l'un des hubs économiques les plus puissants du monde? Et surtout, pourquoi le modèle de Singapour est presque impossible à reproduire ailleurs? Et pour comprendre ce miracle et le prix colossal qu'il a fallu payer, il faut maintenant se plonger dans les premières décisions que Lee va prendre. Des décisions radicales, effrayantes parfois, mais qui vont littéralement sauver un pays condamné. Partie 2. La survie, reconstruire un pays qui n'existe même pas. Quand Lee revient aux affaires après l'expulsion, il ne revient pas avec la force d'un chef d'État, mais avec la lucidité glaciale d'un homme qui sait qu'il n'a plus aucun droit à l'erreur. Son pays vient d'être largué, et désormais, chaque décision compte. La première urgence, c'est d'exister. Parce qu'en 1965, Singapour n'est même pas considéré comme un État stable. C'est un morceau de terre dont personne ne sait quoi faire. Donc Lee enclenche ce qu'on pourrait appeler l'opération survie diplomatique. Sans reconnaissance internationale, Singapour peut tout simplement se faire avaler par la Malaisie, l'Indonésie ou par n'importe quelle puissance chercher un port stratégique. Donc Lee pousse donc le pays à rejoindre l'ONU immédiatement. Et ce n'est pas un geste symbolique, c'est une manière de dire nous sommes un pays juridiquement, diplomatiquement et définitivement. D'une certaine manière, c'est la première brique du futur Singapour. Mais être reconnu ne suffit pas, parce qu'autour de Singapour, les tensions régionales sont explosives. Parce que quelques mois plus tôt, lors d'un conflit appelé Konfrontasi, 2 soldats indonésiens ont posé une bombe au cœur de Singapour. Résultat, 3 morts et 33 blessés. Les coupables ont été jugés puis exécutés. Sauf qu'en Indonésie, ces hommes sont considérés comme des héros. Et lorsque Singapour maintient son verdict,
la colère explose à Jakarta. L'ambassade singapourienne est attaquée. Les manifestations se multiplient et le risque d'escalade militaire devient réel. Lee le sait, Singapour n'a ni les moyens ni la force d'entrer dans un conflit. Alors il prend une décision qui déroute tout le monde et se rend lui-même à Jakarta. Et sur les tombes des 2 marines exécutées, il s'incline et dépose des fleurs. Un geste déroutant, pour certains humiliant, mais pour lui indispensable. Parce que derrière cette image se cache un calcul simple. Singapour ne survivra pas si ses voisins deviennent ses ennemis. Et ce geste apaise la situation juste assez pour éviter un drame. Et surtout, il ouvre la porte à un rapprochement diplomatique. 2 ans plus tard, Singapour cofonde l'ASEAN aux côtés de la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. Pour la première fois, Singapour n'est plus seul. Et même si la diplomatie stabilise la situation, un problème énorme reste entier. Singapour n'a pas d'armée. Et un pays sans défense n'est pas un pays. C'est une opportunité pour n'importe quel voisin. Alors Lee prend une décision radicale. Instaurer le service militaire obligatoire. Pas dans 5 ans, pas quand l'économie ira mieux, maintenant. Mais comment construire une armée quand on n'a aucune tradition militaire? Pour ça, il cherche un pays qui lui ressemble. Petit, isolé, entouré d'ennemis, obligé de survivre. Et ce pays, c'est Israël. Discrètement, des conseillers israéliens arrivent à Singapour pour former les premiers bataillons. Et à la surprise générale, en seulement quelques années, Singapour passe de aucune armée à 16 000 soldats entraînés, prêts à défendre le pays. Et Lee résume ce choix d'une phrase brutale. Si nous ne pouvons pas nous défendre, personne ne le fera pour nous. Et à ce stade, on pourrait croire que le pays est sauvé. Mais pas vraiment. Parce qu'un pays militaire, mais pauvre, reste un pays pauvre. Et le vrai défi, le défi colossal reste entier. Comment un pays sans ressources, sans industrie, sans agriculture et sans argent peut-il espérer se développer? Et c'est là que commence l'histoire la plus improbable de Singapour. Une histoire où l'économie va remplacer la survie, où la stratégie va remplacer l'instinct, et où un pays condamné va devenir un modèle que même les grandes puissances étudient. Mais pour comprendre ce miracle, il faut entrer dans la prochaine partie, celle où Singapour va passer de la survie à la construction. Partie 3, la Renaissance. Comment Singapour est devenu riche, et ça sans rien posséder. Lorsque Singapour commence à enfin respirer, tout reste à faire. Parce que oui, il a une armée, oui, il est reconnu diplomatiquement, oui, il n'est plus sous la menace directe de ses voisins, mais économiquement, il n'y a rien. Pas d'industrie, pas de ressources, pas d'agriculture, pas d'argent. Et surtout, pas de temps. Autrement dit, tout ce que Singapour ne possède pas, il va devoir l'inventer. Et à cette époque, une grande partie des pays nouvellement indépendants choisissent la voie noble. Construire leur propre industrie, produire national et défendre la souveraineté économique. Mais très vite, Lee comprend que Singapour n'a pas ce luxe. Parce que avec 0 ressources, tu ne construis rien seul. Alors, au lieu de s'entêter, il fait quelque chose de radicalement différent. Il appelle un économiste néerlandais, Albert Winsemius, et lui pose une question presque naïve. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? La réponse, elle, n'a rien de naïf. Elle est glaciale, directe, presque violente. Il lui dit, oubliez l'idéologie, oubliez le nationalisme. Si vous voulez que Singapour survive, rendez-le irrésistible pour les multinationales. Et là, tout bascule. Parce que Winsemius n'apporte pas une vision, il apporte une feuille de route pour devenir irrésistible. Singapour doit cocher 4 cases essentielles. Premièrement, une stabilité totale. Pas de corruption, pas de co-politique. Deuxièmement, une fiscalité ultra simple et ultra basse. Et ça pour ne jamais décourager l'investissement. Troisièmement, une main-d'œuvre formée. Former des ingénieurs avant même d'avoir des usines. Et enfin, avoir une hygiène et une propreté parfaite. Parce qu'un investisseur juge un pays avant même de parler business. Et contre toute attente, Lee applique tout. Sans compromis, sans débat interminable. Et résultat, en quelques années, les premières multinationales débarquent à Singapour, comme General Electric, Texas Instruments ou encore Fairchild Semiconductor. Et des usines ouvrent, des ports s'agrandissent, des chantiers navals renaissent et Singapour n'a pas de richesse naturelle. Alors, il devient le pays le plus agréable où faire du business. Un service premium pour investisseurs. Et ça marche. Mais Lee sait que l'économie ne suffit pas, parce qu'un pays ne se développe pas juste avec des usines, il se développe avec des gens. Alors, il lance un chantier gigantesque, la construction de logements publics. Pas des habitations soviétiques, des appartements modernes, propres, équipés en eau et en électricité. Et en 10 ans, des centaines de milliers de familles quittent les bidonvilles pour ces nouveaux logements. Et pour la première fois, elles ont un foyer stable, une adresse et un environnement digne. Et ce changement n'est pas juste social, il est stratégique. Parce que lorsque tu stabilises la vie des gens, tu stabilises ton pays. Et dans le même temps, Lee réforme l'éducation à Singapour. Il impose l'anglais comme langue commune pour unir les communautés, mais aussi pour attirer les investisseurs étrangers. Et peu à peu, Singapour transforme ce qu'il a toujours eu, ses habitants, en sa ressource la plus précieuse. Et c'est ici que l'histoire devient plus complexe. Parce qu'il faut parler du prix. Le miracle économique repose sur une discipline impensable ailleurs. Des amendes gigantesques, chewing-gum interdit, la presse contrôlée, opposants neutralisés. Et qu'on soit d'accord ou non avec ses choix, une chose est certaine. Cette discipline extrême a permis une stabilité que les entreprises adorent. Singapour devient donc un pays paradoxal. Il est autoritaire mais prospère, strict mais attractif, minuscule mais influent. Et c'est là qu'on doit comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que Singapour a fait, ce n'est pas une magie politique, c'est la gestion de risque. Si on n'a pas de ressources, alors il faut diversifier l'économie. Si on n'a pas d'espace, alors il faut optimiser le territoire. S'il n'y a aucune stabilité, alors il faut imposer une discipline stricte. S'il n'y a pas de marché intérieur, alors il faut attirer des multinationales. Si on n'a pas de sécurité, alors il faut construire l'armée immédiatement. En clair, Singapour a construit un portefeuille économique comme un investisseur construit son portefeuille financier. Et si cette stratégie a transformé un pays condamné en l'un des États les plus
plus riches du monde. Alors imagine ce que cette logique peut faire pour un individu. Parce que si cette histoire te montre quelque chose, c'est bien que ce n'est jamais la chance qui crée la richesse. C'est la structure, la diversification et les bonnes décisions. Et ça, tu peux l'appliquer à ton propre argent. Et c'est pourquoi j'ai créé une formation 100% gratuite pour investir ton argent en bourse, pour t'aider à comprendre comment structurer ton patrimoine intelligemment, exactement comme un pays structure son économie, et cela pour préparer ton avenir financier. C'est gratuit, c'est accessible et ça t'évitera de faire les erreurs que Singapour ne pouvait pas se permettre. Et le lien est dans la description. Partie 4. Le prix, l'héritage et la leçon pour nous. À ce stade de l'histoire, Singapour est méconnaissable. En à peine quelques décennies, un pays sans ressources, sans armée, sans terres agricoles, sans argent, devient l'un des hubs financiers les plus puissants au monde. Et pour comprendre le miracle, il faut aussi regarder le prix. Parce que rien de ce que Singapour a construit ne s'est fait sans compromis. Et c'est ici que l'histoire devient beaucoup plus complexe. À mesure que l'économie se renforçait, que les multinationales affluaient, que le pays devenait une vitrine mondiale, Lee Kuan Yew a renforcé lui aussi son contrôle. Et c'est important de le dire, Singapour n'est pas devenu riche parce que c'était une démocratie exemplaire. Il est devenu riche malgré ses zones d'ombre. Liberté de la presse réduite, opposants politiques poursuivis, des tensions sans procès dans certains cas, bref des lois extrêmement strictes. Et derrière cette réalité se cache une phrase brutale que Lee assume pleinement. Nous décidons de ce qui est juste, peu importe ce que les gens pensent. Autrement dit, l'ordre avant tout, la stabilité avant tout et le risque zéro avant tout. Ce n'est pas un modèle parfait, ce n'est pas un modèle universel, c'est un modèle singapourien. Un modèle né dans une urgence historique que peu de pays ont connue. Et pourtant, malgré ces contradictions, malgré ces tensions, malgré cette autorité, les résultats sont indéniables. À partir des années 2000, Singapour dépasse la France en revenus par habitant, puis le Canada, puis les États-Unis. Aujourd'hui, le pays affiche un PIB par habitant supérieur à 90 000 $, l'un des plus élevés au monde. À titre de comparaison, la France affiche 43 000 $ et les États-Unis affichent 59 000 $. Et ces écoles sont en tête du classement PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Au niveau de la santé, ces hôpitaux figurent parmi les meilleurs au monde. Par exemple, le Singapore General Hospital obtient un score de 90,06% dans le classement World's Best Hospitals en 2024. Et son port, son aéroport, sa compagnie aérienne Singapore Airlines ainsi que ses infrastructures sont devenus des références mondiales. Bref, en moins d'une génération, Singapour est passé de bidonville condamné à laboratoire des réussites économiques. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que tout a commencé avec un homme en larmes, convaincu d'avoir perdu son pays. Parce que quand on regarde Singapour aujourd'hui, on a l'impression d'un miracle, d'un destin improbable, presque magique. Mais ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Une méthode fondée sur 3 principes simples. Premièrement, comprendre sa réalité, même si elle est difficile à accepter. Deuxièmement, faire des choix stratégiques, même s'ils sont inconfortables. Et enfin, construire avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on rêve d'avoir. Et cette méthode ne sert pas qu'aux États, elle sert aussi aux individus. Parce que c'est exactement la même logique quand tu construis ton patrimoine. Si tu ignores ta situation, tu restes vulnérable. Si tu copies les autres, tu te trompes. Si tu n'as pas de stratégie, tu subis. Si tu ne comprends pas les outils, alors tu t'exposes. Bref, Singapour n'avait pas de ressources naturelles, le pays est parti de rien. Et pourtant, il a créé de la richesse. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde. Bref, et si cette histoire t'a marqué, c'est sûrement parce qu'elle montre qu'avec une bonne stratégie, tu peux changer ton destin, même quand tu pars de zéro. Et si tu veux justement apprendre les bases pour investir intelligemment, sans jargon, sans prise de risque inutile et sans tomber dans les pièges qu'on voit partout, j'ai créé une formation 100% gratuite pour t'apprendre à investir en bourse. Et le lien dans la description. Tu vas y apprendre comment structurer ton argent, éviter les erreurs les plus courantes et poser les fondations d'un investissement solide, exactement comme Singapour l'a fait pour son économie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à la liker et à t'abonner pour de prochaines vidéos.